Bienvenue dans la première édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour avril 2024. La première, c'est Microsoft et Intel qui lancent les AI PC. La seconde, c'est des rumeurs de rachat de HubSpot par Google. Et la troisième, c'est la généralisation des RCS, même sur iPhone. Alors, rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant ça, commençons par replacer ces actualités dans la cartographie des usages et technologies numériques. Nous avons ainsi ces 3 actualités qui correspondent à 3 sujets, le e-marketing, les usages mobiles et l'IA générative. Commençons avec les IA PC et l'annonce faite par Microsoft du lancement de sa nouvelle gamme d'ordinateurs hybrides, sachant que nous en sommes déjà à la 10e génération de son produit phare, la Surface, qui a été lancée en 2012. La particularité de cette nouvelle Surface est de pouvoir faire tourner en local Copilot, l'assistant de Microsoft. La Surface Pro 10, puisque c'est son nom, est ainsi le premier AI PC, donc le PC intelligence artificielle. En fait, c'est un nouveau label qui atteste des capacités techniques de la machine, notamment grâce au tout nouveau microprocesseur de Intel, le Core Ultra, et il y a une touche dédiée sur le clavier pour activer l'assistant, l'équivalent de la touche Siri sur Mac. Vous noterez que ce label AI PC n'est pas exclusif à la gamme Surface de Microsoft, puisque tous les constructeurs peuvent en bénéficier. Il faut simplement que leur machine respecte les conditions pour l'avoir. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les IA génératives, elles sont extrêmement puissantes, d'accord? Elles nous sont présentées comme une technologie de rupture qui va stimuler l'économie et bouleverser notre quotidien. En revanche, elles consomment beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup. Pour vous donner un exemple, générer une image consomme autant d'électricité qu'une recharge de smartphone. Faire tourner en local un assistant numérique, ça permet donc d'économiser de la bande passante, mais également beaucoup d'électricité. Pourquoi? Parce que le modèle génératif sur lequel repose l'assistant, il a été spécifiquement optimisé à la fois en taille et en performance. C'est d'ailleurs le choix qui a été fait par Google, qui propose dans les dernières versions de ses smartphones Pixel une version compacte de son assistant qui s'appelle Gemma. Qui va pouvoir en bénéficier? Écoutez, sont concernés tous ceux qui vont s'équiper d'un AI PC. Ils pourront comme ça bénéficier de l'aide de Copilot, l'assistant numérique, mais surtout de sa parfaite intégration avec l'ensemble des outils de la gamme de Microsoft, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et ainsi de suite. Vous noterez que vous avez toujours la possibilité de le faire vous-même, c'est-à-dire d'installer un assistant numérique sur votre machine. Néanmoins, c'est un processus un petit peu complexe pour les néophytes, et en plus, vous risquez de ne pas avoir tout à fait la même expérience, parce que si vous n'avez pas un microprocesseur qui a été conçu pour faire tourner un modèle génératif, ça va être un petit peu plus lent. Donc pour ça, il faut des microprocesseurs spécifiques, notamment ceux qui intègrent des unités de traitement neuronaux. Pour en bénéficier, donc c'est tout simple, il suffit de s'équiper avec un ordinateur et le label AI PC. A priori, il n'y aura pas d'installation ou de paramétrage compliqué, l'assistant de Microsoft devrait fonctionner de façon transparente, il suffira d'appuyer sur la touche, un peu comme c'est déjà le cas avec Siri sur les Mac. Néanmoins, il faut noter que Copilot est beaucoup plus puissant que ce que propose Siri aujourd'hui, notamment parce qu'il repose sur GPT-4 et il est ainsi capable de réaliser tout un tas de tâches, que ce soit de la création ou de la manipulation de contenu, que ce soit de la recherche ou du traitement d'informations. Il propose vraiment beaucoup plus de choses. Voilà. Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture de 3 articles publiés sur mon blog, notamment qui parlent des AI PC, des chatbots et des agents intelligents, ainsi que des assistants numériques. Notre seconde actualité est une rumeur lancée par Reuters sur un éventuel rachat de HubSpot par Google. Pour ceux qui ne connaissent pas, HubSpot, c'est un logiciel en ligne de marketing qui a été fondé en 2006 aux États-Unis. Les fondateurs de HubSpot sont notamment connus pour avoir créé et popularisé la méthodologie de l'inbound marketing, notamment grâce à un livre qu'ils ont publié en 2010. HubSpot, aujourd'hui, propose une large gamme d'applications en ligne pour faire
du marketing, de la gestion de contenu et de services, de la vente en ligne, de la relation client, etc. C'est un des leaders du secteur avec près d'un tiers de part de marché, ce qui est beaucoup. Pourquoi est-ce que Google s'intéresse à HubSpot? Parce que Google est déjà leader sur tout ce qui est référencement et publicité en ligne. Donc un tel rachat, ça permettrait au géant américain de consolider son offre en couvrant une gamme toujours plus large de services, avec par exemple la gestion des newsletters ou du commerce en ligne. Ce rachat serait en plus un moyen de diversifier les activités, ça veut dire de ne pas tout concentrer sur la recherche et la publicité, qui représentent déjà les 3/4 du chiffre d'affaires de Google, et surtout d'assurer un certain volume de revenus récurrents, puisque HubSpot est un logiciel en ligne qui est facturé par abonnement. Qui est-ce que ça concerne? Potentiellement tous les clients de HubSpot, qui se verront proposer les solutions publicitaires de Google, mais également tous les clients de Google qui se verraient proposer les solutions marketing de HubSpot. Et ça serait un hypothétique coup dur pour tous les éditeurs indépendants qui ont beaucoup de mal à tenir la comparaison face à ces mastodontes, d'autant plus qu'ils bénéficient de budgets R&D colossaux, donc sans commune mesure avec ces éditeurs indépendants. Comment en bénéficier? Écoutez, pour le moment, rien n'est fait, puisque ce ne sont que des rumeurs. Il faut encore que les deux parties trouvent un terrain d'entente. Et quand bien même les négociations aboutissent, ce rachat devrait être de toute façon validé par l'autorité de la concurrence américaine, la SEC, mais également par leurs équivalents européens, anglais et ainsi de suite. Donc, on n'y est pas encore. Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture de 3 articles publiés sur mon blog qui parlent de la menace des assistants numériques pour la recherche, qui parlent des différentes facettes du marketing numérique et qui parlent du marché publicitaire. Terminons avec la prise en charge prochaine des RCS par e-message. Les RCS, ce sont des messages mobiles qui reposent sur un protocole de messagerie enrichi. RCS, ça veut dire Rich Communication Services, qui est défini par le consortium GSMA comme un profil universel pour la messagerie avancée. Les RCS, en fait, ce sont les successeurs des SMS et des MMS. Ils proposent l'équivalent de ce qu'on retrouve dans les messageries modernes, mais de façon standardisée. Initialement lancé en 2012 sous la marque Join, le protocole RCS est maintenant disponible dans sa version finale depuis 2016. Les RCS sont disponibles en France depuis 2019 pour les utilisateurs Android dans l'application Messages de Google, ce qui apporte un bien meilleur confort d'utilisation qu'avec les SMS. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le marché des messageries mobiles est aujourd'hui partagé entre les SMS, donc un protocole très limité qui n'a quasiment pas évolué depuis le début des années 90, WhatsApp, qui est la propriété de Meta, et les systèmes intégrés d'Apple et de Google, donc e-message et Google Message. Ça, c'est un vrai casse-tête pour les utilisateurs, mais c'est également un casse-tête pour les annonceurs qui sont obligés de passer par des plateformes de routage pour être certains que leur message soit bien acheminé, que ce soit des notifications ou des publicités. L'utilisation d'un protocole standardisé, ça permettrait ainsi de grandement simplifier la communication entre les particuliers, mais également d'offrir beaucoup plus de possibilités pour les marques, notamment des messages enrichis, notamment des bons de réduction géolocalisés, notamment des services personnalisés, etc. Jusqu'à récemment, Apple a toujours refusé d'utiliser ce protocole dans e-message, préférant verrouiller ses utilisateurs avec sa messagerie propriétaire. Mais sous la pression des régulateurs américains et européens, ils sont obligés de garantir une compatibilité de leurs services. Et le plus simple pour faire ça, ça serait d'adopter RCS. Qui est impacté? Tous les utilisateurs de smartphones, et notamment ceux qui sont sous Android, parce qu'ils vont bénéficier d'une compatibilité plus poussée avec e-message, et ils vont pouvoir échapper au syndrome de la bulle verte, qui est considéré comme dévalorisant socialement chez les jeunes. Ainsi, si vos messages s'affichent dans une bulle bleue, c'est que vous avez un iPhone, vous êtes cool. S'ils s'affichent dans une bulle verte, ça veut dire que vous avez un smartphone Android, vous êtes pauvre. Eh oui. Seront également impliquées toutes les marques qui souhaitent exploiter les messages mobiles de façon plus moderne, et c'est exactement ce que proposent les RCS.
Comment en bénéficier? Si vous avez un smartphone Android, c'est déjà le cas. Si vous avez un iPhone, il suffira de faire la mise à jour du système d'exploitation, donc iOS 18, qui arrivera normalement cet été. Il faudra ensuite attendre que tous les utilisateurs activent l'option et apprennent à se servir des RCS, parce que les habitudes sont longues à changer et parce que WhatsApp est encore très puissant. Donc avant que les RCS remplacent WhatsApp, il risque de se passer un petit peu de temps, notamment grâce à la fonctionnalité des groupes de discussion. Pour en savoir plus, je vous recommande le site de Jibe, qui est la plateforme de services mobiles de Google, ainsi que 2 articles que j'ai publiés sur mon blog qui parlent des écosystèmes mobiles et de la façon dont les smartphones ont changé le monde. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. Les IAPC vont certainement changer la donne, ça c'est sûr à terme, mais ils seront coûteux à déployer et ils vont surtout nécessiter un réapprentissage de l'outil informatique. Je préconise donc un audit de maturité préalable sur la perception et sur les usages liés à l'intelligence artificielle. Pour le potentiel rachat de HubSpot par Google, le bénéfice va être moindre, et puis les changements pas nécessairement significatifs. Je vous conseille néanmoins de réaliser un audit de l'existant sur vos outils et pratiques de e-marketing, juste au cas où. Enfin, pour l'adoption des RCS par Apple, ça va grandement simplifier les campagnes de marketing mobile, et surtout, tout le monde va en bénéficier. Donc, je vous recommande une cartographie de votre écosystème mobile pour pouvoir rationaliser et monter en puissance. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. Le rachat potentiel de HubSpot, ça touche aux pratiques de e-marketing. Les RCS, ça concerne plus les terminaux mobiles et les infrastructures télécom. En revanche, l'intelligence artificielle et les assistants numériques, ça c'est lié aux outils, aux pratiques, aux méthodes, mais également à la culture de l'entreprise. Donc ça touche beaucoup plus de choses. Et je vous rappelle que sans une culture numérique solide, tous ces outils et pratiques sont inopérants. Donc la priorité, elle doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir préparer dans de bonnes conditions une montée en compétences numériques et surtout le développement de nouvelles capacités, donc une réinternalisation des activités pour avoir un meilleur contrôle ainsi qu'une plus forte autonomie et réactivité. Voilà, ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition, mais entre-temps, vous pouvez me retrouver sur fredcavazza.net ou sur acculturationnumérique.fr. Bonne fin de journée!